Bienvenue à tous, nous sommes en direct et nous parlons d'actualité sanitaire. Nous parlons précisément de la Covid-19, de cette pandémie finalement qui continue et qui suscite l'affolement du monde. Pour en parler, j'ai le grand plaisir ce soir de recevoir le professeur Djidjik Reda. Vous êtes président de l'Académie algérienne d'allergologie et d'immunologie clinique. Vous êtes également chef de service immunologie au CHU de Bnimsous et vous êtes doyen de la faculté de pharmacie d'Alger. Bonsoir. Bonsoir. J'aurai également le grand plaisir de recevoir par Skype le professeur Jaballah Hakim. Vous êtes virologue, vous êtes ancien directeur de l'Institut Pasteur de Séoul. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation pour parler de ce sujet autour duquel, je disais à l'instant, le monde s'affole avec les taux de contamination importants, pour ne pas dire les taux de contamination qui explosent, notamment en Europe, qui est aujourd'hui l'épicentre des contaminations. Nous sommes en plein quatrième vague, professeur Djidjik, aujourd'hui en Algérie. Alors, effectivement, si on compare la situation d'avant, c'est-à-dire au mois de septembre et au mois d'octobre, on avait remarqué une accalmie, une baisse des hospitalisations, pas beaucoup de cas positifs. Ce début de décembre ou fin de novembre, nous avons remarqué que les chiffres bougent, sur le plan, les chiffres officiels. Et ce qui est important, ce sont d'autres indicateurs, c'est ce qui se passe au niveau des hôpitaux. Et là, sincèrement, nous avons remarqué un afflux de malades, donc certains services qui reçoivent les patients Covid commencent à être saturés, certains services de réanimation aussi commencent à avoir des malades. Si je vous prends l'exemple de Bnimsous, le service de réanimation, on a 12 malades en réanimation et un peu plus d'une cinquantaine de malades Covid. D'après les chiffres officiels du ministère de la Santé, on dénombre à peu près 2500 malades hospitalisés actuellement. Aujourd'hui, on a franchi, faut-il le rappeler, aujourd'hui on a franchi la barre des 200 contaminations. 210 cas ont été recensés pour aujourd'hui avec 6 décès supplémentaires. On voit autour de nous le monde, je disais à l'instant, notamment l'Europe qui prend des mesures. Vous allez me dire que les contaminations ne sont pas vraiment comparables parce que la vague est quand même virulente en Europe. Aujourd'hui, on parle de quelque chose comme 40 000 contaminations dépassées, par exemple, en France. Près de 60 000 contaminations en Allemagne, mais ces pays essayent de prendre des mesures comme le confinement de certaines villes, comme un pays comme l'Allemagne qui a toujours été pour la vaccination comme option, c'est-à-dire qui emprunte aujourd'hui l'obligation vaccinale. Mais on a l'impression qu'en Algérie, on temporise, on attendait des mesures, mais finalement, hier, on a décidé de la reconduction du protocole sanitaire tel qu'il était observé depuis 15 jours. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de mesures qui ont été prises, professeur Djidjik. Écoutez, non, c'est pas ça. Ça veut dire que si on compare un peu ce qui se passe actuellement dans la quatrième vague chez nous, comparativement à la troisième vague, il y a eu une courbe qui était très très aiguë au mois de juillet, ça veut dire qu'il y a eu un dédoublement de cas rapidement, on est arrivé au sommet à la fin juillet, mais je pense actuellement dans cette quatrième vague, ce qui la caractérise, c'est que ça commence, c'est pas aussi, j'allais dire, aussi aigu, et les cas ne se multiplient pas de manière exponentielle. Donc nous avons remarqué qu'il y a un changement sur la situation épidémiologique, c'est sûr. Nous sommes tous d'accord qu'on est peut-être au port de la quatrième vague. Vous avez toujours dit qu'une bonne gestion passe par l'anticipation, professeur Djidjik. C'est ce que je disais toujours. Quand on a de bons indicateurs, et là, absolument, on a des indicateurs au niveau des hôpitaux, au niveau de la réanimation, maintenant, il faut anticiper. Alors maintenant, vous me dites qu'est-ce qu'on doit faire. Moi, je me dis, si on compare au continent européen, il y a quelque chose qui est quand même la grande différence. Eux, ils ont un taux de vaccination très important. Même les pays qui ont un taux de vaccination très élevé comme le Portugal prennent des mesures. Alors, ils ont un taux de vaccination très, très, très important. Et comparativement à nous, où le taux de vaccination est très faible, moi je dis, ça c'est un danger pour nous. C'est-à-dire maintenant, il faut faire un effort rapidement pour sensibiliser les citoyens, pour qu'ils aillent se faire vacciner, pour se protéger eux-mêmes, protéger les voisins, les amis, la famille. Parce que moi je dirais que cette vague chez nous, c'est la vague des non-vaccinés. Donc, je pense que nous avons une arme maintenant thérapeutique pour nous protéger, pour essayer un peu d'aplatir cette courbe, pour ne pas ressentir ce que nous avons ressenti au mois de juillet. Il faut se faire vacciner. Maintenant, si on compare ce qui se passe en Europe... En même temps, on peut dire, si vous permettez, professeur Djidjik, mais en même temps, on peut dire qu'en Europe, ils ont des chiffres qui explosent encore une fois, malgré la vaccination. Madame Sarah Chérif, il faut faire la différence entre le nombre de cas
et les cas graves et les malades hospitalisés, les malades qui sont en soins intensifs. Parce qu'en fait, la vaccination ne protège pas contre j'allais dire, la maladie d'une manière générale. La vaccination nous protège ce qui est sûr, ce qui est admis, ce qui est démontré sur le plan recherche, c'est que la vaccination, les vaccins nous protègent aux environs de 80-90% et protègent surtout à 100% contre les formes graves. Oui. Quand je dis formes graves Covid, c'est celles qui nous emmènent à l'hôpital pour être hospitalisés, pour avoir de l'oxygène, pour être en réanimation. Alors si on voit ce qui se passe en Europe, toutes les courbes l'ont démontré, on les voit, c'est vrai qu'il y a une explosion de cas, ça veut dire que le virus est toujours en activité, il y a une circulation importante de virus au niveau de l'Angleterre, au niveau de la France, au niveau de l'Allemagne, des 50 000 cas, on compte des 50 000 cas par jour, mais si on voit le nombre de malades hospitalisés, le nombre de décès, il n'y a pas comparaison avec les premières vagues en Europe. Il y a moins de décès, moins d'hospitalisations. Ceci est dû à quoi? C'est dû à la vaccination. Oui, on parle aujourd'hui effectivement d'une décorrélation entre le nombre de contaminations et le nombre de décès. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Oui. Donc nous, ce qu'on craint maintenant actuellement... Nous ne sommes pas protégés. Absolument. Là, notre population n'est pas vaccinée, n'est pas protégée. On risque d'avoir le même scénario du mois de juillet. Voilà le danger. Est-ce qu'on fait aujourd'hui des séquençages? Parce qu'il faut dire aussi que si aujourd'hui le monde s'affole, c'est aussi parce qu'il y a de nouveaux variants qui nous exposent à une situation de fragilité. Le variant Omicron notamment. Est-ce qu'aujourd'hui on fait des séquençages chez nous? Est-ce qu'on sait? Alors le ministre l'a confirmé encore une fois que nous n'avons pas encore de cas d'Omicron en Algérie. Est-ce qu'on fait aujourd'hui des séquençages? Très bien, avant de répondre à votre question, je voulais vous dire, pour recadrer un peu la situation, on parle de la 4e vague chez nous et c'est le variant Delta qui sévit. En Algérie actuellement, le variant qui circule majoritaire, à 100%, à 99%, c'est le variant Delta. Donc il faut qu'on se concentre actuellement sur le variant Delta qui a fait des dégâts au mois de juillet, parce qu'on risque de focaliser sur ce nouveau variant qui n'est pas encore chez nous, probablement même s'il y en aura, ce n'est pas encore important. Actuellement, il faut se focaliser sur le Delta. Je reviens sur l'Omicron. Alors c'est vrai que c'est un variant qui a été décrit maintenant à la fin novembre, décrété par l'OMS comme variant préoccupant, pour des raisons bien sûr qu'on connaît actuellement. C'est parce que ce variant Omicron a des mutations, ou si vous voulez, c'est le variant le plus muté. Sur sa protéine S, on dénombre une trentaine de mutations. Si vous voulez, c'est la souche ou le variant qui est la plus éloignée de la souche d'origine. On parle même des nouveaux virus. On se pose la question, est-ce qu'il s'agit c'est un d'un mutant SARS-CoV-2, mais ou qui a plutôt un une nouveau nouvelle virus? identité, j'allais dire, au niveau de sa protéine S, totalement changée. Alors, ce changement mutationnel, ce qu'il faudrait savoir, que les mutations, c'est un phénomène naturel dans le fonctionnement normal des virus, quand ils infectent, quand ils font le cycle viral. Il y a des mutations qui arrivent de manière aléatoire. Mais en fait, ce qui se passe chez l'hôte et le virus va être sélectionné, ce sont les variants qui auront des caractéristiques nouvelles. Quelles sont ces caractéristiques qui nous intéressent, que l'OMS essaie de suivre? Est-ce que ce nouveau variant, ce profil mutationnel, arrive à changer la transmissibilité ou l'index de transmission? Ça veut dire, est-ce qu'il sera plus transmissible en comparaison avec le Delta, par exemple, ce qui sévit actuellement? Est-ce qu'il a une grande virulence en comparaison avec l'ancienne souche Delta, au variant Delta? Est-ce qu'il échappe au système immunitaire? Est-ce que les vaccins n'arrivent pas à être efficaces? C'est ça les 4 caractéristiques qu'on essaie de voir dans les nouveaux variants. Dans l'Omicron, ce qui est sûr actuellement, ça je peux vous le dire de manière sûre, ce qu'on voit, j'ai vu une courbe ce matin qui est venue d'Afrique du Sud, le variant Omicron en Afrique du Sud, dans une semaine, il sera le variant majoritaire. Ça veut dire quoi? C'est une notion importante ou c'est une information importante. Ça veut dire si on compare la vitesse de transmission des deux variants, l'Omicron est supérieur. Ça veut dire qu'il va prendre la place du Delta. Il l'a pris au niveau de l'Afrique du Sud. Maintenant, les quelques cas qui sont en Europe, c'est une question de temps. Et on ne peut pas empêcher un virus de circuler. On a beau fermer toutes les frontières, c'est une question de temps. Même le variant Omicron sera en Algérie dans quelques semaines. Oui, on y reviendra en tout cas. Je n'ai pas répondu au séquençage. Les mesures. Oui, est-ce qu'on fait des séquençages aujourd'hui? Alors en Algérie, malheureusement, le seul centre de référence qui fait des séquençages, c'est au niveau de l'Institut Pasteur d'Algérie. C'est vrai qu'il essaie de faire le maximum. Ça reste insuffisant si on veut rapidement détecter ces variants Omicron. Il fait le maximum. Je pense qu'on va en avoir dans quelques jours ou dans quelques semaines, mais certainement, on ne pourra jamais empêcher l'arrivée d'un variant. Oui. Professeur Djabala, vous êtes avec nous depuis les États-Unis. Je rappelle que vous êtes virologue, vous êtes ancien directeur de l'Institut Pasteur de Séoul. Alors, les États-Unis restent le pays le plus touché par la pandémie dans le monde, avec à peu près 5 millions de contaminations et près d'1 million, on va dire 800 000 décès. Alors, un cas d'Omicron a été découvert aux États-Unis. Il y a eu quelques mesures, on ne va pas dire des mesures drastiques, mais quelques mesures qui ont touché notamment le mouvement des voyageurs. On parle notamment des voyageurs vaccinés qui peuvent courir le risque d'attraper
d'attraper ou de propager le variant. Qu'est-ce que cela signifie selon vous, professeur? Est-ce qu'aujourd'hui la vaccination ne nous protège pas contre le variant Omicron? Oui, très bonne question. Donc, aujourd'hui, on est le 10 décembre. Donc, on a enregistré jusqu'à présent plus de 50 cas d'Omicron à travers tous les continents américains. Oui. Donc, il y a des cas qui se sont enregistrés dus à des voyageurs qui ont été en vacances continent africain ou d'autres pays. On ne connaît pas vraiment la chaîne de transmission pour ces gens, mais on a enregistré des cas qui ont été contaminés sur les États-Unis. Des gens qui n'ont même pas de passeport, qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais rencontré quelqu'un de l'Afrique du Sud. Donc maintenant, si vous voulez, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Pour la bonne nouvelle, on a terminé la pandémie, donc c'est bien de non plus en parler de cette pandémie. On a commencé une endémie, donc tout le monde devient endémique. Ça veut dire que la peur de la propagation de ce virus, c'est fini. Parce que le virus, il est partout. Et ça devient un tout petit peu un jeu d'essayer de trouver ce virus et d'essayer d'alarmer les gens avec la 5e, la 6e, la 7e vague. Ce qui est important, c'est que les vaccins, ils marchent, ils ont prouvé leur valeur pour réduire la sévérité de la maladie Covid chez les infectés. Malheureusement, ces vaccins n'ont eu aucun effet sur la chaîne de transmission de virus. Donc la chaîne de transmission de virus, elle est intacte. Le virus se propage partout. Maintenant, pour la nouvelle variante Omicron qui a vraiment causé beaucoup de panique, de l'hystérie à travers le monde avec toutes ces mutations, moi je pense qu'on voit un changement au niveau de cette propagation virale qui a été la conséquence d'une évolution chez des personnes au Botswana et en Afrique du Sud qui étaient beaucoup plus immunodéprimées que la moyenne du système immunitaire de la population algérienne, si je peux dire ça. Ça veut dire les mutations qu'on a vues, ce n'est pas des mutations alarmantes pour moi, c'est des mutations davantage pour notre système immunitaire de bien connaître la variante Omicron et d'essayer de la combattre. Et jusqu'à présent, donc ça fait plus de 16-17 jours depuis le début de cette panique, il n'y a pas eu qu'un seul mort dans le monde, surtout dans l'Afrique du Sud. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les cas qu'on a vus jusqu'à présent, le dernier qui a été enregistré aujourd'hui en Inde pour la plus jeune personne qui a été infectée par Omicron de l'âge de 3 ans, c'est des symptômes légers, c'est des symptômes similaires à celles de la grippe. Oui, on parle aujourd'hui justement de l'Omicron comme étant un variant présentant un degré de variation justement très important, ou plutôt on parle aussi, on en a parlé en tout cas, d'un nouveau virus. À quel point cela peut être juste? C'est pas un nouveau virus. Et ça, c'est une confusion pour vos téléauditeurs, téléauditrices. C'est le même virus. Ce virus, on a vraiment causé la panique de dire que ce virus a 50 mutations. Mais ce qu'on n'a pas dit aux gens, c'est que c'est 50 mutations sur un nombre total du contenu génomique de ce virus qui est plus de 20 ou 30 000. Donc moi, lorsque je vois ces 50 mutations, ça devient 12 mutations au niveau de la protéine S de la couronne. Et sur tout ce changement, c'est l'équivalent de 2%. Donc c'est le même virus. La chose que j'ai remarqué sur le séquençage de ce virus, c'est qu'il y a des points d'atténuation. Et ce sont des points très importants pour notre système immunitaire de réagir. Et je pense que c'est ça la conséquence, qu'on n'a pas vu encore beaucoup de cas très sévères qui ont développé la maladie Covid-19 tout de suite. C'est parce qu'il y a une réponse du système immunitaire innate qui favorise que ce virus ne va pas tuer beaucoup de gens. Oui. Alors, est-ce qu'on a aujourd'hui suffisamment de recul justement sur les profils des malades atteints par le variant? Est-ce que le profil du malade a changé aujourd'hui? Ce que j'ai constaté, donc maintenant, moi je suis ça avec beaucoup de collègues à travers le monde,
Donc on a fait un petit résumé des cas qui ont été admis en Inde, en Afrique du Sud, notamment en Angleterre, au Danemark, en Israël et en Allemagne. Et tous ces cas se présentent avec la fatigue, avec la douleur à la tête, avec un rhume. Donc il y a une pression sur le nez, il y a l'eau qui coule, et avec une toux sèche et avec une bouche qui devient sèche. Donc c'est les symptômes qui ont été reportés à travers beaucoup de pays aujourd'hui. On n'a pas vu encore un cas qui a développé une dépression respiratoire. Oui. Alors, quand on parle généralement dans la littérature, hein, habituellement des pandémies, on dit généralement qu'au bout de 2 ans, la pandémie tire à sa fin. Aujourd'hui, avec toutes ces mutations du coronavirus, est-ce que ce virus est en train de faiblir? Et si c'est le cas, pourquoi aujourd'hui on voit des vagues très virulentes malgré la vaccination? Je pense qu'il y a 2 choses qui se passent en même temps durant une pandémie. Donc, durant une pandémie, c'est la propagation du virus. Si on laisse le virus se propager, ce virus va se répliquer. La conséquence de la réplication, c'est les mutations. Donc, il y a des mutations qui donnent un avantage au virus. Il y a des mutations qui sont à un désavantage, qui vont tuer éventuellement le virus. Et donc, une fois qu'on a, si vous voulez, 30 ou 40 différents virus avec des différentes mutations, c'est la concurrence pour la dominance. Et ce qu'on a bien appris à travers la variante Delta. Maintenant, durant cette période de 2 ans, on a vu beaucoup de malgestion de cette pandémie. Et c'est la conséquence qu'on voit. Ce virus il devient beaucoup plus un pathogène qui est très similaire à une bactérie qu'un virus, par exemple le virus de la grippe. Et ce virus maintenant a un cycle à peu près de 2 à 3 mois. Ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple en Europe, l'Allemagne a enregistré plus de 100 000 cas aujourd'hui, la France 50 000 cas, l'Angleterre à peu près 50 000 cas. C'est la conséquence de 2-3 mois en arrière. Donc on va aller au mois de juillet, août, septembre, de voir ce qui s'est passé du point de vue de barrières sanitaires, gestion de la pandémie, et la conséquence de ça, on va voir après. Maintenant, la vaccination. La vaccination n'a pas touché la chaîne de transmission du virus, n'a aucun effet. La vaccination a sauvé beaucoup de vies parce qu'on a pu voir que le stress au niveau des hôpitaux s'est réduit à peu près moins de 5% des gens vaccinés, mais ça reste 95% des gens non vaccinés. Donc je suis d'accord avec mon confrère, le professeur Gigi, qu'on est en train de voir durant cette pandémie une nouvelle crise des gens qui ne sont pas vaccinés. Absolument. Et c'est cette crise qui devient importante pour s'en sortir de cette situation. Et je pense qu'on ne peut pas régler ça dans les prochains mois à venir. Oui, absolument. Vous me tendez une perche hein, quand vous parlez justement quand vous dites que c'est une pandémie des personnes non vaccinées. En France, par exemple, les derniers chiffres du Covid chez l'enfant de moins de 10 ans, les chiffres font état de plus de 100 000 cas en 24 heures. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, professeur Djidji? Pendant longtemps, on a dit que la Covid-19 épargnait les enfants. Écoutez, maintenant on sait que le variant Delta, parce que maintenant, c'est le variant Delta qui sévit dans le monde. Même s'il y a l'Omicron qui démarre, 10 000 cas, mais c'est le variant Delta. Alors le variant Delta, l'une des caractéristiques du variant Delta, c'est qu'il touche un peu l'enfant. Mais quand on voit les différentes strates ou catégories d'âge d'enfants, en fait, plus on descend, là c'est la catégorie des enfants adolescents, c'est-à-dire entre 15 et 17 ans qui sont les plus touchés, plus on descend dans les catégories, moins on a la Covid grave. La même chose chez l'enfant, il n'y a pas eu beaucoup de mortalité. Je pense que la mortalité chez l'enfant, d'une manière générale, elle est estimée à 0,1%. Et plus on monte en l'adolescence, il y a eu quelques cas. C'est-à-dire que plus on ressemble à l'adulte, plus on fait un Covid sévère et plus il y a de la mortalité. Voilà, donc c'est l'une des caractéristiques du variant Delta. C'est pour ça qu'il y a plus d'enfants qui sont touchés. Voilà. Maintenant, je reviens un peu sur l'Omicron, ce qui a été dit. Effectivement, la bonne nouvelle, c'est que le profil mutationnel, il y a des mutations qui ont atténué un peu la virulence en comparaison avec le Delta. Jusqu'à ce jour, il y a eu un décès de l'Omicron et toutes les formes décrites actuellement, ce sont des formes bénignes. Donc, il se pourrait que c'est une sélection d'un variant qui donnerait un simple rhume
Et peut-être, je dirais la bonne nouvelle, qu'on assiste un peu à une adaptation du virus à son autre, un grand équilibre, et ça deviendrait un coronavirus banal, comme tous les coronavirus qui donnent des rhumes, et probablement la fin de la pandémie. Justement, je rappelle à ce propos que l'Agence européenne des médicaments a déclaré hier que la plupart des cas justement d'Omicron dans l'Union européenne semblaient être légers, mais il faut quand même rassembler plus de preuves pour déterminer si le spectre de gravité de la maladie est différent de celui de tous les autres variants. J'aimerais rester peut-être, professeur Djidik, sur les enfants, parce que à partir d'aujourd'hui, vous savez que les enfants sont chez nous en vacances. Les vacances scolaires ont été avancées justement pour cause de la propagation de la pandémie. Qu'est-ce qu'on craint aujourd'hui pour nos enfants et quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre? Là, c'était une mesure urgente, c'était celle de fermer les écoles le plus rapidement possible, vraisemblablement après la détection de plusieurs cas dans certaines écoles. Qu'est-ce qu'on craint finalement? Alors, ce qu'il faudrait savoir concernant les enfants, deux grandes choses. D'abord, l'enfant, on l'a de le dire, n'est pas touché comme l'adulte. Donc moins de Covid grave, donc moins de formes graves, moins de mortalité. Donc l'enfant lui-même n'est pas touché comme l'adulte. Ça, c'est une première information, même si le Delta touche un peu plus d'enfants. La deuxième chose qu'il faudrait savoir, l'enfant est un grand... C'est le Omicron qui arrive, donc on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. L'Omicron, pour le moment, on laisse de côté, on ne sait pas beaucoup de choses, on sait qu'il est bénin, mais je parle maintenant de la situation qu'on vit actuellement. Oui. Absolument. Maintenant, concernant les enfants, ce sont de grands propagateurs. Donc c'est probablement, ça s'est démontré, tous les travaux en Europe ont démontré que ce sont les enfants qui contaminent les adultes et qu'on démarre des clusters, des foyers et j'allais dire des pics. Donc, les enfants, s'il y a des cas on l'a vu en France, on l'a vu dans certains pays, dès qu'il y a des cas de Covid qui se déclarent dans une classe, on ferme rapidement, on confine toute la classe. Tout ceci pour éviter qu'il y ait une propagation, une transmission, une circulation du virus. Voilà un peu le grand danger des enfants. Je pense qu'on a anticipé chez nous, avec l'arrivée de cette 4e vague, avec des chiffres qui commencent à bouger, avec des hospitalisations un peu plus importantes. Je pense qu'on a senti qu'il y a quelques cas au niveau de certaines classes. Eh ben, je pense que le ministère de l'Éducation a bien pris cette mesure d'avancer un peu les vacances scolaires. Ceci permettrait un peu de ralentir cette circulation et cette transmission des enfants pour les adultes. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'on ne prend pas suffisamment de mesures, professeur Djidik, parce que écoutez, c'est une mesure importante d'arrêter l'école. Est-ce que c'est une solution d'arrêter l'école, professeur Djidik? Non, mais écoutez, nous sommes en guerre, pour reprendre un peu le terme de certaines... Mais il faudrait peut-être prendre d'autres mesures. Oui, on y arrive. Oui, on y arrive. En fait, au niveau du conseil scientifique du ministère de la Santé, on en a discuté pendant 2-3 réunions, de la possibilité d'autoriser de vacciner les enfants. Je pense que ça aussi, c'est important. C'est important. Ça reste toujours volontaire, bien sûr, sans obligation. Non, il n'y a pas d'obligation, ça je rappelle très bien, il n'y a pas d'obligation pour la vaccination, mais pour le moment en Algérie, on n'autorise pas à vacciner les enfants. Alors pour vacciner les enfants, il y a deux grandes questions aussi. On peut vacciner un enfant, surtout les enfants qui ont des maladies chroniques, ça c'est une indication médicale. Tout enfant qui a des problèmes, donc on doit le vacciner. Donc ça, il faut l'autoriser, ça c'est une indication médicale. Maintenant, deuxième chose, ça c'est un peu aussi, il faut revenir à l'éthique. On peut vacciner les enfants parce qu'ils transmettent le virus aux adultes. Ça, on cherche l'immunité collective. Donc, elle n'est pas, c'est-à-dire le bénéfice ne revient pas directement à l'enfant, mais à la collectivité, à la société. C'est l'essence même de la vaccination. Absolument. Professeur Djidik. Maintenant, vacciner un enfant pour protéger un adulte, ça aussi, ça a été fait partout. Il y a 150 pays qui le font. Ils n'ont pas attendu les essais cliniques, mais même s'il y a certains laboratoires pharmaceutiques maintenant qui ont démarré des essais cliniques chez l'enfant, mais je pense que ces 150 pays ont démarré à la vaccination chez l'enfant. Il y a même des pays qui vaccinent même les tout petits, les nourrissons, jusqu'à 6 mois. Donc voilà, je pense qu'au niveau de notre pays, nous allons probablement dans les jours qui suivent autoriser la vaccination chez l'enfant, au moins dans la catégorie 12-17 ans. La première catégorie, c'est les enfants qui vont aller au collège, au lycée, qui font du sport. Je pense que ça, c'est important de protéger ou de vacciner cette population. Et je pense que cette mesure va pas tarder à venir autoriser, sans obliger, bien sûr, quiconque. La vaccination reste un acte volontaire. Oui. Alors, le comité scientifique a justement proposé d'autres mesures. J'imagine notamment la généralisation du pass vaccinal, progressive, je le rappelle. Et puis, il y a aussi l'éventualité, ça a été dit par le docteur Ahamour, l'éventualité de refermer les frontières. Professeur Djidik.
Écoutez, Est-ce que c'est à l'ordre du jour? pour la fermeture des frontières, c'est pas le Conseil scientifique, c'est pas de ses prérogatives. Mais moi, mon point de vue, Mais vous suggérez, voilà, je donnerai mon on- point de vue concernant la fermeture. On n'arrête pas la circulation des virus en fermant les frontières. Nous l'avons vécu avec le variant Delta, où tous les aéroports du monde étaient fermés. Ça n'a pas empêché le variant Delta de sévir un peu partout sur cette planète. Donc le virus continuera à circuler, quel que soit, on ferme pas. Et il faut dire que les variants peuvent apparaître même sans Alors mouvement voilà, de même pour voyageurs. l'Omicron, on a des doutes maintenant. C'est vrai quand les premiers cas étaient au niveau de l'Afrique du Sud, ensuite au niveau de quelques pays africains, des pays voisins au niveau de l'Afrique du Sud. Mais on a vu des pays comme en Scandinavie, en Suède, je pense qu'il y a eu des cas où aucune personne n'a voyagé, ni en contact. Bon, on a des hypothèses que c'est un variant qui est apparu chez des immunodéprimés qui ont hébergé lentement ce virus. Il y a eu j'allais dire, un équilibre On virus. parlait aussi du taux de vaccination qui est très bas, qui aurait favorisé justement Absolument. Bien sûr, l'apparition. c'est le taux de vaccination très bas qui favoriserait les mutations. Je reviendrai sur le pass sanitaire. C'est une mesure, bien sûr. Ce que nous avons remarqué malheureusement chez nous, c'est le taux de vaccination qui est très faible. Donc il y a comme un refus de la vaccination chez nous. Vous allez me dire, en comparaison avec certains pays où la vaccination a marché plus ou moins, on arrive à des taux de 70%, 80%, ça dépend des catégories. J'ai vu hier aux États-Unis, on est arrivé quand il s'agit d'une catégorie de personnes supérieures à 65 ans, à 100% de personnes. En moyenne, ils sont à 70%. Mais chez nous, les chiffres sont très bas. Oui. Mais je pense que l'être humain est un peu partout sur cette planète. Il faudrait peut-être pousser, pas rendre obligatoire la vaccination, mais faire des passes sanitaires de manière intelligente. Ce qui a fait bouger un peu la vaccination en Europe. C'est en obligeant les gens d'avoir un pass sanitaire pour aller au stade, pour faire du sport, pour aller dans un centre commercial, pour aller assister au Contourner stade. l'obligation. Absolument. Je pense que c'est ça l'intelligence qu'il faudrait avoir, rendre la vie difficile sans pass sanitaire. Ceci rendra indirectement obligatoire la vaccination. Vous pensez que la pédagogie ne suffit pas? Absolument. Vous pensez que la pédagogie Je pense que ne tout a suffit été pas, fait. Je ne finalement? pense pas qu'il y ait un pays qui a pris des bus, aller dans des contrées lointaines pour vacciner. Je ne pense pas qu'il y ait un pays qui a fait dans les bouches de métro de la vaccination. Je ne pense pas qu'il y ait un pays qui a fait des tentes dans les grandes places pour faire de la vaccination. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour vacciner cette population. Il y a une vague, il y a un courant anti-vaccin qui est... Je pense qu'il faut toujours faire de la pédagogie. Il faut continuer à faire de la pédagogie. J'allais dire, la presse, les professionnels de santé, les experts doivent faire de la pédagogie. Et aussi sur le plan de décision, il faut prendre ce courage de rendre un peu obligatoire le pass sanitaire. L'obligation aussi pour certains métiers, notamment vous parlez des professionnels de la santé qui sont très peu vaccinés aujourd'hui. Très peu vaccinés aussi. Ça aussi, je pense que peut-être ça aussi, c'est une autre mesure. On pourrait peut-être rendre obligatoire chez certaines catégories professionnelles dans certaines institutions. Les écoles aussi, institutions importantes de l'État. Moi, je ne comprends pas comment des ministères, on n'oblige pas les gens à avoir un pass sanitaire dans des ministères, des institutions stratégiques. Donc les hôpitaux aussi. Il est impensable, quelqu'un se déplace dans un hôpital pour se soigner, il chope le virus parce que le médecin ou l'infirmier est malade. Absolument. Donc tout ceci, je pense que ça mériterait de la réflexion et aller imposer des choses de manière intelligente pour, quand on est venu de le dire, cette obligation directe. Oui. Professeur Djaballah, lorsqu'on voit des pays comme le Portugal, par exemple, le pays le plus vacciné d'Europe, qui a annoncé de revenir aux mesures de contrôle de l'épidémie aujourd'hui avec la propagation justement de la Covid, alors le pass vaccinal, l'obligation du masque dans les lieux publics. Est-ce qu'on doit comprendre aujourd'hui que la vaccination ne suffit pas? Et à quel point ces mesures sont-elles efficaces pour limiter justement la propagation de la Covid? Oui, effectivement, on a maintenant beaucoup de data qui suggèrent que la vaccination n'est pas suffisante à éliminer le virus ou éliminer la chaîne de transmission. Moi, je suis beaucoup plus favorable dans tout ce qui est barrière sanitaire, c'est beaucoup plus le port du masque, surtout pour les gens qui sont dans des endroits clos, des gens qui sont dans leur bureau de travail, par exemple, les gens qui sont dans la supérette, les gens qui sont dans les supermarchés. En dehors de ça, je pense que ça devient beaucoup plus une étape d'une éducation continue de la population vis-à-vis de tout ce qui est vaccination, tout ce qui est protection vis-à-vis de ces barrières sanitaires. Le plus grand problème que je vois aujourd'hui, et c'est un problème qui devient apparent et beaucoup de gens commencent à vraiment voir la réalité de ces vaccins, c'est qu'il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui est vacciné et quelqu'un qui n'est pas vacciné.
Ils peuvent avoir la même charge virale. La durée de la charge virale, c'est entre 5 et 7 jours. Et la seule différence, c'est le développement de cette maladie sévère du Covid-19. Pour les gens qui sont vaccinés, je pense que la transmission du virus au sein d'une population vaccinée n'est pas freinée. Elle est continuellement. Ce qui est remarquable au Portugal, ce que j'ai bien apprécié de la manière dont ils ont géré leur pandémie, bien qu'ils ont des frontières terrestres avec la France et l'Espagne, c'est qu'ils ont réduit l'hospitalisation à moins de 1000 par rapport à d'autres pays sur le même continent. Et tout ce qui est réanimation est moins de 50 ou de 100. Et ça, c'est des choses qui sont très bien vis-à-vis de atteindre le même pourcentage de 70% de vaccination. L'autre chose qui est très importante, c'est la densité humaine dans ces pays. Donc le Portugal, c'est pas la France, le Portugal, c'est pas l'Allemagne et c'est pas l'Espagne. Donc c'est un pays qui n'est pas très peuplé. Et à part les capitales et quelques villes comme Porto, il n'y a pas une densité humaine qui est assez forte pour une chaîne de transmission continue. Et donc lorsque maintenant le cas du Portugal en particulier, ils ont achevé un équilibre avec le virus. Donc c'est continuer les cas de contamination, le stress sur tout ce qui est infrastructure de santé, elle est constante. Et maintenant, il y a l'introduction d'un nouveau pathogène. Et si l'Omicron arrive au Portugal, ça veut dire qu'il y a un nouveau pathogène qui va rencontrer les pathogènes existants qui sont en équilibre. Donc, on va faire une autre course de dominance. Et je pense que c'est la raison que beaucoup de pays ont peur de cette propagation rapide de l'Omicron, ce qui est normal pour un virus qui entre dans un autre groupe de virus et commence à faire la concurrence de dominance. On a peur aujourd'hui, justement... Oui, allez-y, terminez. Oui, je pense, pour moi, la vaccination, je suis à 100% pour la vaccination. Et aussi, si même les gens, on ne peut pas les pousser à respecter toutes les barrières sanitaires qu'on est en train de faire, rien que de respecter le port du masque. Parce que ces vaccins ont la seule faiblesse qu'ils ont, ils n'offrent aucune protection mucosale au niveau du nez, au niveau de la bouche. Et c'est les points importants d'entrée du virus. Et si on peut bloquer ça avec un masque, je pense qu'on va réduire, pas complètement éliminer, mais réduire la chaîne de transmission de ce virus. Oui, alors réduire la chaîne de transmission, c'est important. On parle aujourd'hui aussi d'une troisième dose. Au départ, on parlait uniquement de doses de vaccin. Aujourd'hui, on insiste sur cette troisième dose. Est-ce qu'elle peut justement faire en sorte que les nouveaux variants, l'Omicron notamment, n'échappent pas à l'efficacité de la vaccination ? Professeur Djabala ? Oui. Est-ce qu'une troisième dose, est-ce que la troisième dose permet justement d'optimiser les résultats de la vaccination, c'est-à-dire l'Omicron ou n'importe quel variant n'échappe pas à l'efficacité de la vaccination ? Moi, je veux vous dire ce que j'en pense de la troisième dose, où la troisième dose, elle est vraiment nécessaire. Et donc, moi, je pense pour les gens qui sont âgés de 16 ans jusqu'à 65 ans, moi, je ne pense pas qu'il est vraiment nécessaire pour tout le monde d'avoir une troisième dose. Pour beaucoup de raisons. Et la raison primordiale importante, c'est le développement des maladies auto-immunes. Pour les gens de plus de 65 ans, on sait que leur système immunitaire fonctionne à un maximum de 10 à 20%. Et donc, pour ces gens-là, ils ont passé le stage de formater leur répertoire immunitaire. Donc, c'est un répertoire qui ne va pas changer beaucoup parce qu'avec la vieillesse, on a une réduction de toutes les cellules immunitaires qui vont nous protéger. Pour ces gens-là, je suis tout à fait d'accord. Pour les gens avec des comorbidités, notamment les gens qui ont déjà des maladies auto-immunes où ils sont sur des traitements pour contrecarrer ça, donc ils sont devenus dans un sens immunodéprimés, je suis pour la troisième dose. Pour les gens moins de 16 ans,
Moi, j'ai un point d'interrogation parce que je n'ai pas encore compris la valeur de cette troisième dose, même pour le deuxième âge groupe de 16 à 65 ans. Ce qu'on a appris à l'école, ce qu'on a appris dans la nature, ce que les gens ont fait depuis des siècles, la vaccination a été toujours définie par 2 doses. Maintenant, c'est devenu, si vous voulez, une obsession de beaucoup de ces compagnies pharmaceutiques qui produisent le vaccin, en nous disant à chaque fois qu'il y a une diminution de ces anticorps dans le sérum, c'est la panique. Et pour moi, ça me fait rigoler parce qu'on a complètement oublié les 90% de protection qu'on a dans notre système immunitaire, qu'il n'y a personne qui est en train de se poser ces questions. Donc la troisième dose, je pense, c'est clair, les groupes qui nécessitent ça. Pour le reste, je pense qu'il ne faut pas qu'on blâme les gens qui se sont vaccinés par la conséquence des gens qui ne veulent pas être vaccinés. Oui. C'est ça ce que je vois. Je vois parce que ces gens-là ont accepté de faire les 2 doses, donc ils deviennent beaucoup plus sublimes à la troisième. Et comme vous avez remarqué quelques jours, le PDG de Pfizer a même dit pour les Britanniques qu'il faut la 4e dose. Donc on ne va jamais s'en finir avec ces doses. C'est ça aussi qui fait que beaucoup de gens soient réticents aussi à cette vaccination, c'est qu'on a parfois l'impression que ça ne va pas s'arrêter. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Djidik, de cette 3e dose, revenir un peu sur cette 3e dose. Oui, c'est vrai ce que vient de dire mon collègue professeur Djabla. Il a parfaitement raison. D'un côté, on est en train de faire des choses, on avance, on n'a pas beaucoup de données, on apprend chaque jour, pas suffisamment de recul. Maintenant, ce qui est sûr, il y a des données, il vient de le dire, la baisse des anticorps qui a un peu affolé tous les professionnels de santé. Quand on mesure les anticorps générés contre la Covid-19 après post-vaccination, on a remarqué en moyenne à partir du 6e, 8e, 10e mois, à partir d'une année, quand même il y a une baisse assez importante. Mais c'est vrai qu'on n'évalue pas assez l'immunité cellulaire, qui est un peu la partie la plus importante dans la lutte dans les infections virales. Oui. Donc je pense qu'il faudrait prendre cette composante importante d'immunité cellulaire et pouvoir peut-être développer des tests en parallèle du dosage des anticorps anti-SARS-CoV-2, évaluer cette immunité cellulaire. C'est ce qu'on est en train de faire au niveau du laboratoire. On est en train d'évaluer cette immunité cellulaire, cette immunité humorale générée après ces différents vaccins qu'on donne en Algérie, pour pouvoir avoir une idée quel est le vaccin le plus efficace, quelle est la protection que nous confère plus, quel vaccin qui nous donne plus d'immunité cellulaire en comparaison de l'immunité humorale. Donc tout ça, tout le monde travaille sur ça pour avoir une idée. Maintenant, en attendant, quand on n'a pas assez de données, on ne sait pas ce qui se passe, et on a une baisse de l'immunité, certains essaient de dire qu'il faut peut-être probablement cette 3e vague. Il l'a dit, peut-être prioriser la 3e dose. Excusez-moi, oui, 3e dose. Prioriser cette 3e dose chez les personnes qui ont une comorbidité, les personnes âgées. C'est ce qu'il disait en tout cas. Voilà. Mais malheureusement, certains pays l'ont généralisé en sachant qu'il y a une baisse d'immunité humorale. Ils se sont dit pourquoi ne pas booster, parce que ça a été défini comme ça. Par exemple, aujourd'hui, le pass vaccinal expire au bout. Si vous avez la dernière dose, elle date de 7 mois, votre pass vaccinal expire. C'est-à-dire, chaque 7 mois, les gens vont être appelés à refaire cette vaccination. Si on est toujours en danger, s'il y a toujours ces variants dangereux tels que le Delta, je pense qu'il vaut mieux se protéger parce qu'on ne connaît pas. Il y a une possibilité de développement de maladie auto-immune chez certaines jeunes personnes, mais probablement, il vaut mieux se protéger contre quelque chose qui est imminente, la mort qui est imminente. Alors, maintenant, la 3e dose, il la faut pour les personnes âgées, les personnes qui ont une comorbidité, et pourquoi pas l'étendre un peu à une catégorie de personnes. Oui. Alors, aujourd'hui, le taux de vaccination chez nous reste très insuffisant. On est à peu près, on va dire, dans les 20% à peu près de population vaccinée, complètement vaccinée. On est à l'aube d'une 4e vague, on le disait au tout début de cette émission. À quel point cela nous expose à un risque de fragilité, le fait qu'on ne soit pas vacciné, professeur? Écoutez, on est dans la même situation que la 3e vague. Peut-être un peu moins parce qu'il y a 20%, la 3e vague, peut-être il y avait peut-être 5% ou
ou 2-3% de population. Ce serait grave quand même de tomber dans le même scénario, professeur Djidjik. Écoutez, on est censé apprendre de nos erreurs, finalement. Absolument, mais quand des choses ne dépendent pas des professionnels de santé, des systèmes de santé, je pense que c'est difficile. Ça dépend, j'allais dire, d'une composante sociologique où les gens refusent de se faire vacciner. Ça aussi, c'est complètement difficile à maîtriser, à gérer. Parce que le problème du refus de la vaccination n'est pas imputé uniquement à la santé. C'est un effort national que tout le monde doit faire. Tous les secteurs doivent participer à cet effort pour favoriser, aider, j'allais dire stimuler. Peut-être que parce qu'il y a quelque part aussi un problème de confiance, professeur Djidjik. Écoutez, mais le problème de confiance, il est mondial. Entre la population et l'institution de santé. Je ne pense pas que c'est un problème de confiance. Je pense que la composante humaine algérienne, elle est peut-être un peu particulière. J'ai toujours dit que l'Algérien est un peu particulier. Peut-être il faut des études sociologiques sur savoir, j'allais dire, décortiquer ce refus vaccinal. Parce qu'il ne suffit pas de dire oui, laisse-moi te vacciner. Non, il faut aller décortiquer dans différentes catégories. Pourquoi les médecins ne veulent pas se faire vacciner? Pourquoi les citoyens simples ne veulent pas se faire vacciner? Aller décortiquer tous ces points, aller faire de l'éducation, de la pédagogie, point par point. Ça, c'est important. Et j'ai dit contourner un peu le pass sanitaire, le rendre de manière intelligente, j'allais dire obligatoire dans certaines situations. Ça pourrait nous pousser à avoir des taux très importants de vaccination, parce que sans cela, nous allons vivre la même situation que la troisième vague de mois de juillet. Parce qu'aucun système au monde ne peut résister à une déferlante de malades en réanimation et en hospitalisation. Oui. Ça, c'est clair. Oui. Absolument. D'ailleurs, c'est ce qui fait paniquer un peu les pays en Europe, malgré tous les moyens qu'ils ont. Mais le fait d'arriver justement à plus de 60 000 contaminations par jour, c'est juste très difficile à gérer. Professeur Djaballah, j'aimerais vous faire réagir sur la même question, si vous permettez. En Algérie, le taux de vaccination reste très insuffisant. Selon vous, à quel point cela nous expose à un risque de fragilité? À quoi doit-on s'attendre dans cette nouvelle vague? Je pense qu'on est déjà dans un risque de fragilité qui s'est développé, je pense, depuis le début de l'annonce de la vaccination par le ministre de la Santé. Et je pense que c'est un très grand problème, pas seulement pour l'Algérie, mais pour beaucoup de pays. Et je pense que la raison principale que beaucoup de pays souffrent, c'est la mobilisation et c'est l'éducation des gens, de comprendre c'est quoi un vaccin et pourquoi il faut qu'on l'utilise. Et ça, c'est très important parce qu'en 2021, tout le monde est branché sur l'Internet, donc il y a de l'information sur les réseaux sociaux de gauche à droite, et les gens, ils vont croire ce que l'Internet va leur dire que ce que professeur Djidjik ou moi peuvent leur dire. Oui. Oui, ça, je pense, c'est une psychologie pour les gens qui sont complètement branchés sur l'Internet. Avec la vaccination, malheureusement, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est toutes les annonces qui ont été faites par les gouvernements des pays forts, je veux dire les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, et par l'OMS, l'Organisation primordiale à nous protéger. Et ces gens-là ont dit qu'une fois qu'on est vacciné, c'est la fin de la pandémie. Et donc, pour tout le monde qui est en train de faire la chaîne pour se faire vacciner, il va voir son portable et son portable va lui dire d'écouter, après à peu près on a vacciné 45% de la population globale. C'est pratiquement 4 milliards de personnes. Rien n'a changé vis-à-vis de la gestion de cette pandémie. Donc ces gens-là vont avoir un recul très important vis-à-vis de la vaccination. Et l'autre problème, c'est les fake news. Il ne faut pas qu'on les oublie. Moi, je reste toujours étonné quand un prix Nobel va dire que si vous allez vous faire vacciner, vous allez mourir dans 2 ans. Et ça, c'est très étonnant pour des gens de dire des choses pareilles. Donc, pour la personne qui regarde l'Internet chaque jour, c'est de l'information très importante pour eux. C'est dans un sens de la peur. Et je pense que cette peur, on n'a pas vu beaucoup de pays qui l'ont attaquée. Ils ont parlé de ça, ils ont parlé avec les grands compagnies de réseaux sociaux tels que Facebook, tels que Google, mais ce n'est pas la faute de Facebook ou Google. Les gens vont partager cette information 24 sur 24. C'est au gouvernement de se mobiliser avec des campagnes d'information, avec des campagnes d'informer les gens et d'aller au point de les convaincre de se faire vacciner. Moi, je suis complètement contre le pass sanitaire. Aux États-Unis, le président Biden
a un pouvoir exécutif énorme. Il n'a pas pu faire aucun pass sanitaire. Il n'a même pas pu faire un mandat pour les gens qui travaillent dans le gouvernement fédéral de se faire vacciner. Et ça, ça nous dit qu'avec toute l'information qu'on a jusqu'à présent, donc on est dans un désavantage vis-à-vis de, si vous voulez, du marketing des vaccins et de la conséquence qu'on a vacciné toutes ces populations. Donc maintenant, il faut qu'on revienne à un point de départ et de commencer à se mobiliser avec des campagnes d'information et d'expliquer aux gens la valeur au point de nécessiter ce que je constate beaucoup, notamment en Algérie, qu'on ne parle pas des effets secondaires des vaccins. Justement, j'allais vous en parler, puisque vous parlez du flux d'informations et des fake news. Il y a aussi la part des effets secondaires également, parce que quand on prend un médicament, c'est parce qu'on est malade, mais quand on se fait vacciner, on est quand même sain. Donc on réfléchit à deux fois. Quand on sait qu'il y a des effets secondaires et qu'on entend qu'il y a des personnes qui sont décédées ou qui ont des personnes qui ont eu des myocardites ou des personnes qui ont eu des troubles neurologiques, c'est quand même assez dissuasif, professeur Jaballah. Absolument, tout à fait. Moi, je pense que l'Algérie, parmi d'autres pays où il y a, je pense, une politique de ne pas parler des effets secondaires ou tout ce qui est négatif de ces vaccins. Et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'effets secondaires, hein, professeur Jaballah, sur les vaccins chinois. Et en même temps, on n'a pas vacciné beaucoup de monde non plus. Hein. La vaccination reste quand même à 20%. Donc, on ne peut pas vraiment parler d'effets secondaires. Il n'y en a pas eu beaucoup. Ce que je peux vous dire avec tous les vaccins, peut-être avec l'exception des vaccins à base pasteurienne, donc le Sinovac, Sinopharm, tous les autres vaccins, s'il y a d'y avoir un effet secondaire, on va le voir 20 minutes après la vaccination jusqu'à 5 jours. Oui. Si on ne voit rien entre 20 minutes et 5 jours, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Maintenant, dans beaucoup de pays, on fait un suivi. Dans d'autres pays, on ne fait pas de suivi. Donc, si on ne fait pas de suivi, donc on va prendre la décision qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Mais les effets secondaires, il y a les effets adverses, il y a des effets secondaires. Il y a des effets qu'on peut prendre en charge et ça prend quelques jours et le problème est terminé. Il y a d'autres, peut-être que c'est des effets qui vont rester pour l'éternité chez cette personne et avec le temps peuvent devenir graves. Oui. Mais lorsqu'on voit les statistiques, et c'est ça ce qui est important, on a vacciné plus de 4 milliards de personnes sur cette terre. Donc, si on va se concentrer sur des pays où il y a une transparence de tout ce qui est effet secondaire des vaccins, moi, lorsque je vois ces datas, je n'ai pas peur. Parce que les mêmes choses qui arrivent sont équivalentes aux mêmes choses qui arrivent avec le hasard. Les vaccins n'ont pas doublé ou triplé le hasard. Oui. On reste toujours avec des situations qui arrivent 1 sur 1 million. Et c'est les mêmes indications qui peuvent arriver au hasard, oui. Même pas sans être vaccinées. Donc pour moi, si les personnes sont informées, si on leur donne de l'information, de leur expliquer la différence qu'il y a, je pense que les gens qui sont très informés n'auront pas de problème de se faire vacciner. Merci beaucoup, professeur Jaballah. On comprendra donc que la marge bénéfice est très importante. Merci d'avoir été avec nous depuis les États-Unis. Je rappelle que vous êtes virologue, vous êtes ancien directeur de l'Institut Pasteur de Séoul. Je vais faire réagir justement le professeur Djidjik par rapport aux effets secondaires. Écoutez, vous trouvez qu'on n'en parle pas assez? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que à travers cette planète, il y a des datas qui sont connues. En Algérie, hein, en Algérie, vous l'avez dit, d'abord, nous n'avons pas beaucoup vacciné. Et la plupart des vaccinés sont avec le vaccin Sinopharm, qui représente environ les 80% des vaccins. Et connus, ces vaccins à virus anti-atténués ou inactivés ne nous donnent pas beaucoup d'effets secondaires. Donc, les quelques autres vaccins utilisés en Algérie, ce sont des vaccins adénovirus. Mais probablement, il y a eu 1 ou 2 cas, mais il n'y a pas eu beaucoup de cas, j'allais dire, anecdotiques, où il y a eu des décès. À ma connaissance, il n'y en a pas eu. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir,
On parle beaucoup d'effets secondaires, mais quand on fait la balance bénéfice-risque, le bénéfice des vaccins est largement supérieur en comparaison avec les effets secondaires qui arrivent à un cas sur 1 million, 2 millions. C'est vraiment très très rare. Oui. Bien sûr qu'il y a des effets secondaires fréquents, la fièvre, la courbature, mais ça c'est des choses connues qui ne posent aucun problème. On termine, professeur Djedjik, avec une petite question peut-être brièvement. Rappelez, il nous reste 1 minute de temps, rappelez peut-être aux gens qui nous regardent, parce que comme disait tout à l'heure professeur Jaballah, qu'aujourd'hui, parce qu'on voit cette vague de transmission en Europe, on a l'impression que la vaccination n'est pas efficace. Finalement, la vaccination ne protège peut-être pas contre la propagation du virus, mais protège toujours contre les formes graves et les décès. En fait, c'est ça, l'enjeu et le souci, parce que les gens, quand ils voient, on est toujours malade quand on est vacciné. C'est vrai que la situation est compliquée, difficile avec la Covid-19. On n'est pas protégé complètement contre la Covid-19 quand on fait le vaccin. On transmet, même à bas bruit, le virus, on peut tomber malade. Mais en fait, ça, c'est connu, maintenant on le sait, tout le monde l'a admis. Ce qu'il faudrait savoir, que la vaccination nous protège contre les formes graves. Ça, c'est démontré. Donc, si on veut ne pas mourir, aller à l'hôpital, ne pas être responsable d'une mort d'un voisin ou d'un ami ou d'un parent, il faut se faire vacciner. Ça, c'est clair et c'est démontré. Oui. Je pense qu'en Algérie, nous sommes devant la situation de la 3e vague. On a une population qui n'est pas vaccinée, donc on sera dans la même situation que le mois de juillet. Il faut se faire vacciner. Il faut se faire vacciner parce que quand on est en plein vague, ça ne sert à rien de se faire vacciner parce qu'on se protège un mois après. Oui. Le vaccin, il faut se prendre à temps. Il faut se vacciner maintenant. On retiendra ce Et la distanciation sociale aussi. Absolument. Retour aux gestes barrières. Merci beaucoup, professeur Djedjik, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup également au professeur Jaballah d'avoir été avec nous depuis New York. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver lundi à 18h. Au revoir. Faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières.